chier, moi. J'ai regardé comme ça, c'était très génial. Lui, il est dans son monde et nous, on est en cage, on a inversé les rôles, quoi. D'un seul coup... Je partage l'enthousiasme de mes amis, tant l'océan m'a offert de joie depuis 40 ans. Avec le commandant Cousteau, j'ai exploré les lieux les plus reculés, alors qu'ils étaient encore inviolés. À bord de la Calypso, j'ai passé des milliers d'heures à écouter les animaux de la mer. Et ceux qui m'ont le plus parlé, ce sont les requins. Ils sont si fragiles. Pourquoi inspire-t-il une peur si profonde? Pourquoi provoque-t-il cette répulsion qui réveille nos pires cauchemars et nous fascine au point de les observer derrière les barreaux d'une cage? Qui est vraiment ce requin blanc magnifique que mes amis plongeurs sont venus chercher au bout du monde, en plein océan Pacifique? Alors qu'il y a un siècle à peine, c'est en Méditerranée, chez nous, qu'ils seraient venus le voir. La Méditerranée était alors le royaume des requins. Requins blancs, requins bleus, aiguillards, requins marteaux, et même le mystérieux requin grisé qui règne dans les profondeurs sur le peuple étrange des abysses. La mer était si poissonneuse que les pêcheurs considéraient l'arrivée des requins comme un signe favorable à la pêche. Qu'est devenu ce royaume magnifique? Où sont passés les requins? C'est à leur recherche que je vous propose de partir. Et d'abord, ici, entre Sicile et Italie, où le détroit de Messine est connu pour abriter les plus grands requins de Méditerranée. On dit même que les nuits sans lune, des requins grisés énormes viennent chasser au pied de la ville. Mon ami Gianmichele, qui a exploré le détroit des centaines de fois, prépare notre plongée. On a un pneumatique près du port. Nino et Nicolas ont amené un autre bateau. Bon, on ne peut vraiment pas se retrouver dans le port. Gianmichele nous l'a promis. Mais comment croire qu'un requin qui vit à des centaines de mètres de profondeur puisse venir rôder là, si près de la côte? Eh bien, on est un tout petit peu tout, parce qu'il faut attendre que la nuit soit complètement tombée, puisque justement ce requin ne monte près des côtes que lorsqu'il fait nuit. Et encore une fois, les nuits de nouvelle lune, là où il n'y a vraiment pas de lumière, c'est là où il se risque jusqu'au bord de la ville, qui est juste à côté ici. C'est ça qui est extraordinaire. Une plongée de nuit, c'est toujours spécial. René, qui ne laisse jamais rien au hasard, vérifie encore une fois sa caméra. Gianmichele nous a mis en garde. Nous avons 1 heure, pas plus. Après, la marée se lève. Et dans le noir, on a vite fait de se perdre, surtout quand le courant est puissant. Avec ça, ils vont pouvoir me voir dans la nuit, parce que moi, je vais pas mettre d'éclairage. Et comme ça, ils sauront où ils sont. Et si tu éteins ta lumière, tu vas voir, ça va devenir très fluorescent. Alors, fais un petit essai pour voir, tu vas voir ce que ça donne. Tu vois? Passer de l'autre côté du miroir, c'est chaque fois magique. On entre dans un autre monde. Pourtant, aujourd'hui, la magie n'est pas la même. Nous traquons un requin qui rôde on ne sait où dans le détroit. Un requin dont personne ne peut prédire la réaction. Un requin très opportuniste qui peut nous surprendre à tout moment. Mais qui n'est peut-être même pas là. L'eau est froide, c'est bon signe. 14 degrés, aussi froide qu'à 1000 mètres de profondeur. Toutes les conditions sont réunies. Mais c'est une raie bouclée qui nous surprend, pas le requin. Trop concentrés sur le temps qui passe, nous ne prêtons pas vraiment attention aux poissons endormis, ni à ce beau lièvre de mer sorti pour brouter. Le pari était trop gros. Mais Gianmichele a été très clair. Ici, quand le courant se lève, c'est l'enfer. Et c'est maintenant que le requin choisit pour rentrer dans le cercle de lumière. Je le distingue à peine. Pourtant, l'émotion est aussi forte que si c'était mon premier requin. Pour une première plongée, c'est un cadeau exceptionnel. Mais aussitôt offert, aussitôt repris. Le courant annoncé se lève. Le requin fuit la lumière et nous distance sans effort.
En moins d'une minute, il est hors de portée. En quelques secondes, je suis seul. Le courant nous a éparpillés. Gianmichele a réussi à me rejoindre, et nous avons perdu les autres. Toute la vie du détroit de Messine se résume dans le courant qui nous a emportés cette nuit. 2 fois par jour, la Méditerranée du Nord se déverse dans celle du Sud, et celle du Sud s'engouffre vers le Nord. Everything is quiet, huh? Yes. Everything seems quiet. Alors là, ici, tout paraît calme. Il y a un petit peu de vagues qui sont faites par les bateaux qui passent. Il y a de nombreux bateaux qui traversent depuis Reggio jusqu'à Messine. Un petit vent très léger du nord-nord-est. Tout semble calme. Et dans quelques minutes, le léger courant du sud va devenir très fort. Et contre lui, va venir du nord du bassin des îles éoliennes de Naples un courant encore plus fort. 4 nœuds qui vont s'affronter et tout d'un coup, l'eau va se mettre à bouillonner. Belle vague, hein? Alors, avec le bateau à moteur de Gianmichele, bien sûr, on arrive à étaler le courant, c'est assez facile. Mais autrefois, les marins qui étaient soit à la voile, soit à rame, ne pouvaient pas échapper à ce tourbillon. Et ils étaient pris, ils se mettaient à tourner, et si le vent était un petit peu plus violent, eh bien les bateaux chaviraient et les marins étaient engloutis. Certains d'entre eux espéraient s'échapper de Charybde, et ils allaient de l'autre côté, en Scylla. Et là aussi, les tourbillons sont très importants. Et là aussi, ils subissaient les mêmes vagues et leurs bateaux, évidemment, chaviraient. Ces courants de marée qui montent des profondeurs entraînent vers la surface non seulement le requin grisé, mais tout un bestiaire. Poissons vipères, calmars, poissons hachette, requins que Andrea, le biologiste, a rassemblés chez lui. Magnifique. Magnifique. Oh, cette collection est incroyable. Cette collection-là, elle est extraordinaire. On a devant les yeux tous ces poissons qui nous font rêver quand on est enfant et qu'on regarde dans les livres qui racontent la mer des grandes profondeurs. Et là, tous ces poissons ont été ramassés sur les plages juste là, à côté, à Messine. Et ils viennent de 2000, 3000 mètres de profondeur. Fantastique, ça. Sì, in effetti come collezione non è che si trova. C'est pas une collection facile à faire. C'est des années et des années de recherche. Sur les plages, le matin, très tôt, entre 4h et 5h. On marche sur la plage et on trouve tous ces poissons des abysses. Il faut le faire avant que les goélands arrivent, les oiseaux. Sinon, ils les mangent. Il faut sauver les poissons des abysses des becs des oiseaux. C'est quand même un paradoxe. Au marché de Messine, les pêcheurs proposent des poissons qui vivent à des centaines de mètres de profondeur. Ah oui, là, il y a des sabres. Oui. Sabre, yes. This like live in the deep. Jean-Michel, tu peux leur demander à quelle profondeur ils sont pêchés, ces poissons? Excusez-moi, à quelle profondeur vous les pêchez, ces poissons? 700 mètres.
parfois, est-ce qu'ils attrapent des requins grisés sur leurs hameçons? Des requins monstrueux. Tout le monde nous parle de requins monstrueux. Énorme. C'est lui qui nous a trouvés, c'est lui qui vient. Rien ne semble l'effrayer, ni nous, ni les lumières. Il est monstrueux. Un dos rond et lisse, pas de première nageoire dorsale comme chez les requins modernes. 6 fentes branchiales au lieu de 5. C'est une vraie bête préhistorique, inchangée depuis des dizaines de millions d'années. Il a survécu dans la nuit des abysses aux cataclysmes qui ont balayé les ammonites et les dinosaures. La bête ne connaît aucun prédateur et se nourrit même d'autres requins, de raies et de calmars des grandes profondeurs. Si près, à toucher, elle paraît encore plus énorme, peut-être 5 mètres, 800 kilos. C'est une femelle, sûre d'elle, et indifférente à la joie qui me submerge. Si peu de plongeurs ont pu croiser son regard. Elle vient vraiment d'un autre monde. Qu'elle nage lentement là au ras du fond. C'est magnifique. Ah ouais. Ok. Ah, belle plongée, hein. Grazie, you're the best. Gian Michele, grazie, grazie mille. La Méditerranée profonde a préservé ses requins, mais en surface. Peut-on voir des requins en surface en pleine journée? Depuis leur vigie, 30 mètres au-dessus de l'eau, les pêcheurs d'Espadon observent le détroit de Messine à la recherche du moindre poisson à harponner. C'est eux qui ont le secret. C'est à eux que je vais demander. On voit de temps en temps quelques requins marteaux et des requins bleus, mais c'est rare. Ici, dans cette mer, c'est difficile de voir des requins. Quelques-uns rarement. Si les requins sont devenus rares dans le détroit de Messine, peut-être sont-ils plus nombreux près des côtes françaises. Nous accompagnons Fred Larrey et Thomas Roger, 2 photographes naturalistes qui observent la faune marine au large de Toulon. Nous sommes arrivés là sur un mont sous-marin qui s'élève de 250 mètres au-dessus du fond. Et c'est un endroit très favorable à la vie parce que le courant remonte au-dessus de ce mont sous-marin, enrichit les eaux de surface et il y a toute une vie qui s'y développe. Et là, les requins viennent rôder et Thomas et Fred, qui viennent ici régulièrement, ont vu des requins bleus et nous espérons les voir. Mais ils sont si rares et si méfiants que nous allons les attirer, comme le font les pêcheurs, avec des sardines, des bonnes grosses sardines, qui sont l'un des mets favoris des requins bleus. Ce qui va se passer, c'est que rapidement le gras va se déposer en surface et on va avoir toujours une zone d'eau calme. Ça va faire une traînée de plusieurs centaines de mètres. Plus on attend, plus on a de chances que le requin croise l'odeur de... Eh ben, commençons. Allez. Allez. L'odeur forte des sardines est emportée au loin par le courant. Elle diffuse jusque dans les profondeurs. Dans ce bleu où nous ne voyons qu'une immensité vide, le requin perçoit des nébuleuses de senteurs et de saveurs qui s'entremêlent. Il goûte ces effluves, même les plus diluées, et choisit celle qui lui promet un bon repas. Il remonte alors la trace odorante jusqu'à sa source.
Pressé de trouver la proie dont il a senti l'odeur, le squale ne se soucie pas de notre présence. Sa gourmandise l'a d'ailleurs déjà poussé à mordre une ligne dont il garde un triste souvenir au coin de la gueule. Le peau bleue est très curieux et rien ne le laisse indifférent. Il inspecte au plus près les hublots miroitants des caméras de Fred et de René. Son œil ne lâche rien. Il suit le moindre de nos mouvements. Contrairement à son cousin des profondeurs, le requin bleu est l'un des plus modernes. Il est apparu très récemment, il y a quelques millions d'années, et s'est rapidement installé dans tous les océans, au point de devenir l'un des prédateurs les plus abondants. Oh la nage. Ah, le requin bleu, c'est la souplesse. C'est la souplesse magnifique. Oui. Magnifique. Ouais. Les reflets et tout. Mais c'est un survivant. Un crochet là, un hameçon. C'est un survivant qui a dû être pêché il n'y a pas très longtemps parce que visiblement le croc est pas vieux. Voilà. Voilà la pêche. Merci beaucoup parce que faire des requins comme ça en Méditerranée. Ah, et puis 2,50 m, c'est vraiment spectaculaire quoi. Hein, de pouvoir en voir, c'est un bel adulte déjà quand même. Hein. Ah, c'était sympa. Hein. Il y a un déplacement reptilien. Je ne partage pas pleinement l'enthousiasme de mes camarades. Certes, ce requin était très beau, mais très seul. Bien que le peau bleu soit l'un des requins les plus prolifiques, la pêche au filet, la pêche à la palangre, la pêche au gros ont eu raison de ce seigneur. Sur toutes les côtes de France, d'Italie, d'Espagne, les requins ont été décimés. Mais en haute mer, qu'en est-il en haute mer? Nous mettons cap au sud, vers le grand large. Et c'est Denis Audy, avec qui j'ai partagé tant d'aventures aux côtés du commandant Cousteau, qui guide notre expédition. Par mer calme, on peut voir les ailerons de requin en surface. Mais aujourd'hui, en guise d'aileron, c'est un souffle de baleine. Alors on a un groupe de baleines, 4, 5 difficiles à dire, et une baleine isolée. Et ces baleines que j'essaie de ne pas perdre de vue sont en train de converger. Les rorquals sont les baleines les plus rapides. Elles peuvent nager à plus de 30 km à l'heure. Pour pouvoir les filmer, il faut surtout ne pas les effrayer. Il faut s'éloigner du groupe et se mettre à l'eau très loin d'elles. Il faut se laisser approcher par les baleines. C'est elles qui décident. Toujours. Mètres, 50 tonnes. Le rorqual est le titan de la Méditerranée, l'un des géants de la planète, la plus grande baleine après la baleine bleue.
Et quand, pour quelques secondes, la baleine se tourne vers vous et vous accorde un regard, elle change votre vie pour toujours. Ce bonheur est énorme. Pas besoin d'aller le chercher au bout du monde, car les baleines sont là, en paix, bien protégées dans le sanctuaire créé par la France, l'Italie et Monaco. Ce sanctuaire profite aux autres cétacés qui viennent souvent jouer à la proue des bateaux. Les dauphins bleus et blancs sont les plus vifs et les plus nombreux. Ils sont près de 35 000 à enchanter les eaux du large. Quant aux globicéphales qui chassent les calmars dans les profondeurs, ils ont eux aussi retrouvé la paix depuis l'interdiction des filets de surface dans le sanctuaire. Dauphins de Risseau, grands dauphins, cachalots sont les autres seigneurs de la Méditerranée aux côtés des rorquals. Depuis 15 ans, Denis et son équipe surveillent ces baleines. Ils comptent le nombre de femelles gestantes pour estimer l'état de santé de la population. Mais pas si simple pour reconnaître chacune d'elles. Il faut s'appuyer sur un catalogue photographique méticuleusement constitué par l'équipe au cours des années. Ah ouais, joli. Et bien là, je viens de faire des photos du côté droit de ce rorqual qui montre une marque blanche assez nette qu'on appelle le chevron et qui permet d'identifier chacun des individus. Ainsi, Denis, son équipe ont pu compter jusqu'à estimer 500 à 700 individus dans le sanctuaire Pélagos et probablement près de 2000 dans la Méditerranée occidentale. 2000 baleines. Ça donne une idée de la richesse de cette Méditerranée. Le royaume est bien là, les baleines nous régalent. Mais les requins sont les grands absents. Le Grand Large abrite toute une vie insoupçonnée, surprenante, insolite. Le poisson-lune remonte des profondeurs se nourrir en surface chaque printemps. Les diables de mer, cousins des raies mantas tropicales, quadrillent l'immensité en quête de proie. Surprise, même la raie pastenague qui vit habituellement posée sur le fond vient se nourrir de plancton sous la peau de la mer. Dans ce royaume liquide sans aucun repère, les grands animaux offrent parfois refuge aux plus petits. Ainsi, ces poissons accompagnent la tortue kawan dans son voyage au cœur du désert bleu. Ici, même une palette de bois peut être un bon abri. En haute mer, il n'y a pas d'endroit où se cacher, pas d'endroit où se poser. Et les jeunes cerniers viennent se cacher sous les épaves flottantes comme celle-ci. Paradoxe des paradoxes, le cernier peut même venir s'abriter sous le nageur qui l'observe. Quand il sera grand, il quittera son radeau à l'envers et trouvera un repère dans les grands fonds marins. Les roufs, eux aussi, ne passent que leur jeunesse en surface et vont vivre à plus de 500 mètres de profondeur quand vient l'âge adulte. Dans toutes les mers du monde, les poissons pilotes annoncent les grands requins.
Mais ici, en Méditerranée, ils n'ont plus pour protecteur que cet arbre flottant. Aujourd'hui, c'est dans les montagnes suisses qu'il nous faut chercher le grand requin blanc. Olivier Glaiseau, conservateur du musée cantonal de zoologie de Lausanne, me fait découvrir son joyau. Il est magnifique, hein? Il est magnifique. Il fait combien de long, là? Alors, il était homologué à 5,89 m. 5,89 m. Magnifique. Il a été pêché sur... Alors, lui, il a été pêché au large de Sète, en Méditerranée, à 300 mètres des côtes. À 300 mètres des côtes. Ouais. Et les gens, lorsqu'ils apprennent qu'il a été pêché en Méditerranée, qu'est-ce que ça fait comme réaction? J'imagine qu'ils sont impressionnés puis qu'ils réagissent différemment la fois prochaine qu'ils vont se baigner en Méditerranée. C'est extraordinaire parce que là, on peut avoir l'œil juste à côté. Hein. C'est ce qu'on rêve de faire quand on nage avec eux, d'être juste œil dans œil comme ça. C'est pas facile. Hein. C'est un peu l'idée de l'instant. Avant, il était plus haut. Hein. Ouais. Il était beaucoup plus haut. Donc on arrivait quasiment sous le ventre, comme ça. Et puis récemment, on l'a redescendu, on se disait qu'il fallait vraiment que les gens aient l'œil en face, quoi. Le public puisse le voir. Ce requin blanc géant ne vient pas d'Afrique du Sud ou d'Australie, de l'océan Pacifique ou de l'océan Indien, mais bien de notre Méditerranée, démontrant un peu plus qu'elle a été un royaume dont les richesses ont été dilapidées. Pêché en 1956, alors que les plages attiraient déjà des milliers de vacanciers, ce requin blanc monstrueux, le plus gros jamais naturalisé, avait défrayé la chronique. Mais il était loin d'être le seul. Un peu partout, le développement de la pêche industrielle multipliait les captures. En Espagne, en Italie, comme en France. Tout cela n'étonne pas Jean Liciardi, qui a lui-même capturé un énorme requin en 1991, à moins d'1 kilomètre du port de Sète. C'était un grand requin blanc? Oui. Et dans l'estomac, vous avez trouvé quelque chose? Et puis je vous dis, il y avait, d'après ce qu'on a vu, parce que c'était des compositions, il avait 2 tonnes, des petits tonnes, et deux espadons qu'on a reconnus au pic de l'espadon, au sabre, quoi. Pourtant, les côtes françaises sont loin d'être les plus visitées par les requins. En Tunisie, au moins 5 grands blancs ont été capturés durant l'année 2012. C'est sur le port de Sfax, en face du golfe de Gabès, que je retrouve les pêcheurs et le professeur Bradaï, un spécialiste des requins de Méditerranée. Est-ce que quand vous en capturez, vous les remettez à l'eau? Il y a une sensibilisation qui se fait? Vous avez une... Association? Généralement, non. À l'échelle de la Méditerranée, ce qui est pêché est consommé. Et mis au marché. Donc, généralement, c'est ça. Mais on commence maintenant à sensibiliser les pêcheurs, à éviter les requins, surtout les gros requins, et à les libérer. Pour plusieurs espèces, le golfe de Gabès, c'est une nurserie. C'est-à-dire qu'il y a des requins qui viennent donner naissance à leurs bébés et les bébés vivent donc quelques mois, quelques années dans cette aile-là. Combien est-ce qu'ils ont de jeunes Oui, ça dépend, c'est quelques-uns. Surtout pour les requins, pour les grands requins, c'est quelques-uns. Malheureusement, la plupart des grands requins blancs capturés sont des femelles. Des femelles pleines, dont les jeunes ne nageront jamais en Méditerranée. Le golfe de Gabès, c'est la zone de reproduction des requins blancs. Mais en voir pour de vrai, c'est tout à fait exceptionnel. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à 2 pêcheurs italiens. Le 27 août 1998, au large de Senigallia, dans l'Adriatique, le jeune Nicolas Catalani et son père capturent un requin-renard de plus de 3 mètres. Une prise exceptionnelle que les pêcheurs attachent sur le côté du bateau. Soudain, un autre requin s'approche. Bien vivant, celui-là. Un grand requin blanc, énorme, au moins 5 mètres. Pendant quelques minutes, le prédateur tourne lentement autour du bateau et soudain, alors que tout paraissait calme, il se jette sur le requin-renard.
des bouchées colossales de plus de 15 kilos. Le jeune Nicolas est tétanisé. Il demande à son père à rentrer au port au plus vite. Et ce requin blanc qui a terrorisé l'enfant, est-il vraiment si effrayant? Beaucoup trop rare pour espérer le rencontrer en Méditerranée, nous décidons de l'observer au large du Mexique, en plein océan Pacifique, où les requins blancs sont protégés. Leur pêche est également interdite aux États-Unis. C'est du port de San Diego que partent les bateaux qui vont observer les grands blancs. Nous embarquons à bord de l'Highlander avec une dizaine d'autres plongeurs. Il faut 1 jour et demi de traversée pour rejoindre la petite île mexicaine de Guadeloupe. C'est une réserve terrestre et marine classée au patrimoine de l'humanité. L'île fait 35 km, c'est pas un tout petit caillou. Et autour de cette île, il y a à la fois une faune extrêmement riche, les éléphants de mer, les lions de mer et bien sûr les requins blancs qui sont là parce que la vie est riche et parce qu'ils peuvent s'y nourrir. La cage est mise à l'eau pour que nos amis plongeurs puissent observer les requins en toute tranquillité. Et surtout, sans les effrayer. Les camarades descendent aussitôt dans la cage pendant que l'équipage attire les requins avec un jus de poisson très odorant. Sans cet artifice, même le squale le plus affamé ne s'approcherait ni de la cage, ni du bateau. René, Aldo et moi-même devons en revanche patienter. Nous devons attendre que les requins soient bien fixés autour du bateau. Celui-ci semble décidé à rester. Notre mise à l'eau doit être discrète et silencieuse pour ne pas effrayer celui qu'on appelle encore les dents de la mer. Le grand requin blanc nous a certainement entendus et s'est évanoui au milieu des chinchards. Aldo repère le requin qui arrive dans mon dos. Approcher le requin, pas si facile. Le plus redouté des prédateurs semble craindre le bruit de mes bulles. Pourtant, ce requin au flanc marqué de profondes cicatrices a dû faire des rencontres bien plus effrayantes. Comme tous les animaux sauvages, il se méfie de ce qu'il ne connaît pas. Comme pour les baleines, les cicatrices sur les nageoires et le dessin de la robe permettent d'identifier chaque individu. Je note également le mouvement des nageoires qui traduit la nervosité du requin. Nageoire bien à l'horizontale, comme celui qui approche, il est apaisé. Si ses nageoires étaient baissées à la verticale, il foncerait pour m'intimider. Cette grosse femelle qui n'ose pas s'approcher est sûrement très intriguée, mais tellement timide qu'elle renvoie l'histoire des dents de la mer dans l'univers des contes pour enfants. Très belle femelle, 4,50 m, qui est venue près. On a nagé un peu comme ça, juste sur l'aileron. Ah! Dès que tu l'as fait comprendre que t'es pas son prédateur et encore moins sa proie, alors là, il y a un respect mutuel. Et puis il vient jouer un peu avec toi, il tourne, puis il part, il revient. Et c'est quelque chose, si tu veux, c'est une expérience unique au monde.
Par contre, une chose, il faudrait que tu plonges en recycleur. Parce que dans la cage, quand vous faites des bulles, tu as l'impression d'avoir un jacuzzi. Et j'ai peur que ce soit ça qui les ferait, qui ne s'approche pas autour de la cage. Tu as raison. Petit travail du matin. Vous avez préparé le recycleur pour la journée. Avec le recycleur, on ne fait pas de bulles. L'air expiré est récupéré par l'appareil qui enlève le gaz carbonique et rajoute de l'oxygène. Cela permet des plongées plus longues et plus silencieuses. Ben, j'ai hâte. On va voir. J'ai hâte. Non, mais ça va le faire. Ça Alors, va je bien. m'occupe de cette Par contre, dernière. mes bulles hier effrayaient un petit peu les animaux. J'espère qu'aujourd'hui, grâce à cet outil que m'a préparé Aldo, qui est le champion du recycleur, on va pouvoir, René et moi, les approcher mieux, plus calmement, sans que mes bulles perturbent la nage avec le requin. Hier, quand même, c'était un petit bonheur. Un petit bonheur, juste posé sur la nageoire, c'était un vrai bonheur. Mais aujourd'hui, ça va être mieux. Doc Haynes, spécialiste des grands requins blancs, a mis les appâts à l'eau. Les premiers requins s'approchent. Pour préparer chaque rencontre, je reprends mes notes et les dessins de la veille. J'essaie de me rappeler les attitudes et les comportements. Je compare avec l'inventaire photographique. Ainsi, je peux reconnaître les requins que nous avons vus. C'est le seul moyen de mieux les comprendre pour me faire accepter. Vous êtes excité avec la Des plongées avec les requins, j'en ai fait des centaines. Pourtant, chaque rencontre avec le grand blanc a un goût particulier. On a tant raconté d'histoires, il a tant été calomnié, et toujours par ceux qui ne l'ont jamais rencontré. Chaque instant avec lui est un moment de paix formidable. Un moment de grande sérénité. Un moment d'infini respect. Le grand blanc, le dernier des grands prédateurs, symbolise parfaitement toute la majesté du monde sauvage. On peut estimer une taille, un poids, déterminer le sexe, dessiner des nageoires, décrire des formes. Mais comment exprimer cette perfection, cette émotion profonde qu'il impose et qui vous bouleverse pour toujours? C'est parce qu'il est sauvage, libre, parce qu'il nous échappe que le grand blanc nous est indispensable à tous. La joie est si intense que l'on est parfois maladroit, trop brusque, tant on souhaite prolonger les secondes de grâce que l'animal indompté offre. Et puis un jour, pour quelques secondes, il vous accepte. J'ai été, mais l'œil à côté de son œil, je la regardais, elle me regardait. Je te dis, mais je sais pas moi, 50 cm de son œil, j'ai nagé avec elle. Puis à un moment donné, je l'ai laissé glisser. Je me suis retrouvé sur la coda. Là, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ça, Regarde, il est là, regarde. Tu vois, regarde, tu vois, cet animal-là, il était à côté de nous, à 15 mètres de fond. Regarde. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu peux lui devoir que le respect. Pourquoi y a-t-il tant de requins ici, à Guadeloupe, plus qu'en Méditerranée, plus que partout ailleurs? Le secret réside sur l'île. Alors là, nous faisons quelque chose d'un petit peu exceptionnel grâce à nos amis pêcheurs. Nous allons aller au bord de la berge
juste pour voir les éléphants de mer qui sont ici en très grand nombre grâce à la protection. Et c'est quelque chose de rare que de pouvoir les approcher comme ça, sans bruit, et de voir un petit peu qu'ils se confondent complètement avec les rochers ici. Des éléphants de mer en paix, bien heureux, il n'en a pas toujours été ainsi. À la fin du 19e siècle, ces mammifères marins avaient été exterminés par les chasseurs. Le gouvernement mexicain décida d'interdire la chasse et d'offrir une réserve aux rescapés. Un siècle d'oubli et de protection plus tard, Guadalupe abrite l'une des plus grosses colonies d'éléphants de mer au monde. Ils étaient déjà très nombreux lorsque mes amis de la Calypso sont passés en 1968, parce que tout autour, l'océan avait retrouvé son équilibre. Cette renaissance est remarquable, car elle démontre qu'il suffit de laisser la vie sauvage en paix pour qu'elle revienne aussi exubérante qu'aux origines, et que l'on puisse voir aujourd'hui les grands requins blancs régner à nouveau sur leur royaume. Donc, de toute façon, ça restera protégé, mais ça permet quand même aux gens qui étaient ici et qui pêchaient ici depuis des années de continuer à vivre de la pêche, d'autant mieux d'ailleurs que la zone est protégée et qu'il n'y a pas de pillage, ni même... Eh ben, on va peut-être conclure sur cette... Mais tu as raison d'interrompre cette interview. Chez nous aussi, en Méditerranée, sur la côte ouest de la Corse, nous avons une réserve naturelle exceptionnelle. Son conservateur, Jean-Marie Dominici, nous invite à découvrir le cœur de la réserve de Scandola, au pied de la cathédrale de basalte qui plonge dans le sanctuaire marin. C'est bon? C'est bon, on peut y aller? Allez, c'est bon. Ces mérous géants si familiers, ces sards et ces corbes par dizaines, pourquoi ne les voit-on plus ailleurs? Ces forêts de corail rouge que l'on trouvait partout dans quelques mètres d'eau, pourquoi se priver d'une telle splendeur? Cette grande cigale qui risque de disparaître. Au nom de quel progrès? En quoi une mer dépeuplée est-elle un progrès? Partout sur nos côtes, même dans quelques mètres d'eau, chacun devrait pouvoir goûter au plaisir de la découverte. Chacun devrait pouvoir s'émerveiller de l'imprévisibilité de la vie sauvage. Non, les réserves marines ne sont pas exceptionnellement riches. C'est autour que c'est le désert. La Méditerranée tout entière devrait foisonner comme ici à Scandola. Cela ne coûte rien. La nature n'a nul besoin que nous l'entretenions. Il suffit de lui laisser des espaces de liberté. Jean-Marie, magnifique, magnifique. Ah, et les mérous, il y en a partout. Magnifique, les corps sont magnifiques aussi. Tu vois, c'est un parfait équilibre. Tous les maillons de la chaîne alimentaire sont présents.
Et puis des grands, des vieux. Le mérou, il a quel âge ce mérou? Il a 30 ans au moins. 30 ans, plus de 30 ans. Ouais. Et donc t'as aussi des gros, tu as du thon, tu as du requin ici? Des requins, mais on imagine qu'il y a des requins puisqu'ils ont été signalés plusieurs fois à 2-3 000 des côtes, là, hein, du blanc. T'as du bleu, t'as du blanc aussi? Du blanc, mais plus rarement. Hein. Mais, donc là aussi, c'est un écosystème, ce sont des prédateurs, des grandes espèces qui sont présentes. Et bien sûr, si les thons sont ici, c'est que la ressource alimentaire est présente aussi. Pourtant, Jean-Marie a d'autres merveilles à nous montrer. Car si à Scandola la vie foisonne près du fond, elle est tout aussi riche en pleine eau, où les thons et les bonites règnent. Ici, les chasses commencent dès l'aube, et les petits poissons le savent bien. Effrayés par les prédateurs qui s'annoncent, ces jeunes lançons se rassemblent. Chacun essaye de rentrer au cœur du banc pour éviter d'être exposé aux attaques. Mais rien n'arrête les bonites. Les bonites attaquaient, elles réagissaient. Là, les thons sont arrivés. Pom, pom, comme si elles étaient sidérées. Ils ont tapé 2 coups et ah ouais, ils ils ont tapé 2 coups. Là. D'accord. Et là, ils commencent à tailler. Mais regarde ça, je les ai sentis. Oh, les pauvres. Donc tu vois, la biodiversité, l'écosystème littoral, côtier qu'on a fait les jours précédents, aujourd'hui l'écosystème du large, donc tout est présent. Les bonites, les tonidés, et aujourd'hui vous terminez par le thon, c'est quand même fort. Hein. Et des gros. Hein. Ah ouais, elle était grosse. Ah, ils sont 100 kilos, 150 kilos. C'est tellement magnifique. Jean-Marie a raison. L'exubérance de la vie est telle qu'on en oublie presque les grands absents. Les requins. Ont-ils disparu de Méditerranée pour toujours? Avec mon ami Roberto Rinaldi, j'ai partagé des centaines de plongées sur la Calypso. Avec lui, j'ai rencontré toutes sortes de requins dans les lieux les plus reculés du monde. Aujourd'hui, Roberto m'entraîne chez lui, dans un de ces lieux secrets qu'il a découverts au cours de ses explorations dans les profondeurs de la Méditerranée. Le secret de Roberto est énorme. C'est le lieu de rassemblement des requins gris. Loin des hommes, de leurs hameçons et de leurs filets, les derniers requins de Méditerranée vivent en paix. L'espoir est là. C'est peut-être d'ici que les rois pourront reconquérir leur territoire. Ça et là, dans quelques trop rares sanctuaires, la Méditerranée nous montre les vestiges de sa splendeur passée. Quant aux requins, ils attendent pour retrouver leur royaume que nous ayons la sagesse de les comprendre pour les accepter.